Hello, everyone, and welcome to the Asset Ambitions podcast. I'm your host, Mathieu Jacques. Today, I hosted a great episode with Stephanie Lalonde. She is a real estate lawyer in the Eastern Ontario region, and we covered a great variety of questions that are the most frequently asked questions from me and her with our professions. She has over 6 years of experience doing real estate law and now 4 years of owning her own practice. The first 30 minutes of this episode is in French, and then the second 30 minutes is in English, covering the exact same questions. Thanks for watching. Salut Stéphanie, merci d'être venue sur le podcast. Merci à toi pour l'invitation. Bien sûr, bien sûr. Fait que on va commencer avec la version française, le premier 30 minutes français. Donc, on va commencer avec la première question. Parfait. Essentiellement, on a 3 sections qu'on est arrivé avec. C'est les questions les plus pertinentes ou qu'on a les plus souvent là, à propos des services d'avocats, essentiellement dans le real estate. Premièrement, on va commencer avec les transactions immobilières en général. À quel stade dois-je faire un appel à un avocat quand que je fais l'achat ou la vente d'une propriété? C'est sûr que ça varie beaucoup selon les circonstances. Puis cette réponse-là, je vais te la donner. En fait, je ne vais pas la répéter à chaque fois parce que c'est ça pour toutes les questions. Mais on va aller avec le 80 des transactions, comment ça se passe. Puis, dans un monde idéal, pour la majorité des transactions, on veut que le client connaisse l'avocat avec qui il va travailler au moment que l'offre devient ferme. Donc, au moment qu'ils enlèvent leurs conditions, ils devraient déjà savoir avec quel avocat ils vont travailler. Pour que ça arrive, pendant la période de condition, c'est un bon moment pour commencer à faire des appels. C'est-à-dire appeler les bureaux, obtenir des devis pour savoir combien ça va leur coûter, puis même faire des comparatifs entre les prix, déterminer si l'avocat est même disponible pour cette transaction-là, cette date de fermeture-là, puis aussi de voir, en général, quel genre de service que le bureau offre. Parce qu'on ne se le cachera pas, acheter une maison, c'est une grosse transaction, ça peut être stressant, puis on veut s'assurer que c'est un bon fit, que l'avocat nous donne un service qu'on aime. Donc, pendant la période de condition, c'est un bon moment pour les clients de faire des appels. De cette façon-là, ils vous donnent l'information à vous, les agents, puis immédiatement, quand l'offre devient ferme, les agents, vous êtes en mesure de nous fournir l'offre d'achat, puis nous, on est capable d'ouvrir le dossier immédiatement puis d'utiliser le temps qui reste à son maximum. C'est ça, commencer les étapes tout de suite que l'offre est ferme, exactement. Puis justement, pendant la période conditionnelle, ben moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que je réfère un total de 3 avocats, essentiellement. Tu sais, j'envoie tous leurs contacts, puis je leur dis, regarde, trouvez votre fit, justement. Là. Trouvez qui semble vous parler plus, comparez les prix, comparez comment est-ce que ça l'échange. Ça dépend aussi, justement. Toi, tu fais le français et l'anglais. C'est pas tous les avocats qui font ça aussi. Donc, c'est justement, c'est trouver le parfait fit pour quand on a l'offre firme. Exact. Puis, les dates de fermeture aussi, parce que si, disons, la transaction est dans 3 semaines, c'est possible qu'il y ait des bureaux qui ne seront pas capables d'aider, puis il y a d'autres bureaux qui vont l'être. Fait que de faire ces appels-là en premier, ça évite les mauvaises surprises. Oui, oui. Très bonne recommandation. Donc, la deuxième question, quel est le rôle d'un avocat dans une transaction immobilière? C'est drôle parce que quand on regardait la liste de questions ensemble, puis ce que j'ai commencé à penser, c'est que les agents puis les avocats, on se passe vraiment le flambeau. C'est-à-dire que toi, en tant qu'agent, tu fais toute la première partie. Tu magasines pour les maisons où tu mets la maison à vendre, tu prépares le contrat, puis une fois que le contrat est prêt et signé puis est rendu ferme, la majorité de ton travail est terminé. Moi, c'est là que ça commence, mon travail. Donc, on reçoit l'offre, puis là, on a beaucoup de travail à faire, puis ça dépend du type de transaction. Pour un achat, ça implique de vérifier les titres de la propriété, s'assurer qu'il n'y a pas de taches sur les titres. Ça implique d'organiser l'hypothèque, parce que quand on fait un achat pour monsieur, madame, tout le monde, puis qu'il y a une hypothèque d'impliquer, la banque utilise également nos services. Donc, c'est nous qui doit s'assurer que tous les papiers sont bien signés, puis tout ça. Puis ça implique de finalement acheter la maison. Pour une vente, on veut s'assurer que s'il y a des liens sur la propriété, que ces liens-là sont enlevés, puis on veut s'assurer que la maison est bel et bien transférée de nos clients au prochain propriétaire, puis que notre client reçoive les sous. Fait que si on met ça simplement, notre rôle en tant qu'avocat, c'est de prendre votre contrat puis s'assurer qu'il soit complété selon les termes qui a été entendu. Donc, selon le prix, que la propriété soit transférée à la bonne personne,
qu'il n'y ait pas de problème avec la propriété, qu'il n'y ait pas de tâches, puis qu'il n'y ait pas de surprise. C'est ça, exactement, là, qu'il y ait un seamless processus, que ça se déroule très bien, côté légal. Exactement. Puis, tu sais, mon bureau, je sais, tous les bureaux sont différents, mais nous, on essaie de vraiment mettre beaucoup d'efforts sur rendre ça facile pour les clients. Je ne vous cacherai pas, c'est compliqué une transaction immobilière, mais ça ne devrait pas l'être pour le client. Ça devrait l'être pour l'avocat, mais pas pour le client nécessairement. Puis, on essaie d'avoir des étapes qui sont quand même assez simples, d'expliquer au client. Bon, à ce moment-ci, on a besoin de ça de vous. Envoyez-nous tous vos documents, on s'occupe du reste. Ensuite, vous allez devoir signer les documents, mais on va vous contacter quand c'est le temps. On va vous contacter quand vous allez avoir besoin d'apporter de l'argent. Comme ça, le client peut vraiment profiter là, de la période de temps qui est excitante avant de passer au prochain chapitre, avant d'acheter la maison ou avant de vendre. Donc, on essaie de nous faire ça tout en arrière-plan, puis rendre ça le plus simple possible pour le client. Ben oui, si je peux parler en tout cas de mon expérience. Là, justement, j'avais utilisé tes services quand j'avais fait l'achat, puis ben c'est ça, exactement, c'était pas mal. De ton côté, tu faisais ton travail, mais avec pleine transparence. Puis, quand viendrait le temps de regarder vraiment les documents et tout, quand c'est le temps de tout finaliser, là, hey, je pouvais te poser 1000 questions, puis tu m'arrivais avec les réponses. C'était très rassurant. Puis c'est ça le but, hein, c'est qu'on diminue la tension, puis c'est ça un service, essentiellement. Il faut donner le service de mon côté. Il faut que je prépare les places qu'on va aller visiter. On va aller visiter des places, on met les pieds. Après ça, on va probablement mettre une offre sur la place qui fait exactement les critères qui ont été discutés. Puis quand c'est relié à toi, toutes ces nuances-là ont été faites. Puis là, de ton côté, tu entreprends tes nuances. Puis c'est à ton tour de guider et garder la confiance qu'ils sont très, très bien guidés parce que essentiellement, c'est une grosse transaction. Les transactions immobilières, c'est les plus grosses transactions de la majorité des gens là, dans leur vie. Donc, c'est important d'être guidé par des professionnels qui offrent des très bons services. Absolument. Honnêtement, tu l'as dit, même pour toi, tu voulais être guidé. Même pour moi, quand je fais des transactions immobilières rarement, mais parfois pour moi-même, c'est stressant pour moi aussi. Puis, généralement, je ne fais pas mes propres transactions parce que j'ai besoin qu'un avocat, vu que je suis attachée à la transaction, j'aime avoir un avocat qui est neutre puis qui est capable de me guider là-dedans aussi. Donc, il n'y avait pas de billets, là. Exactement. Puis que même si j'ai fait des centaines puis des centaines de transactions, quand c'est ta transaction à toi, c'est plus stressant. Fait que c'est bien d'avoir une personne que tu sais qui va te guider au travers de tout ça. Exactement. Fait que là, je sais que c'est pas simple là, à mettre le doigt sur un prix exact à tes services parce que les prix des maisons varient, puis des fois, il va y avoir des transactions commerciales, des fois, ça va être des transactions résidentielles, il y a différentes nuances. Mais est-ce que tu es capable d'arriver avec un prix en général là, des services d'avocat en immobilier? Oui. Il y a des nuances à ça, évidemment. Comme d'un bureau à l'autre, ça varie énormément. Donc, moi, je peux juste me baser sur comment nous, on fonctionne. Puis d'une transaction à l'autre, ça varie aussi. Le type de transaction, est-ce que c'est une vente ou est-ce que c'est un achat, ça a un impact. Dans les achats, il y a aussi d'autres détails qui sont importants. Par exemple, y a-t-il une hypothèque? Avec qui ils vont faire affaire pour l'hypothèque? Puis, le prix de la maison. Mais j'ai quand même préparé un approximatif de tout ça. Donc, pour un achat, la raison que le prix a un impact, c'est pas parce que l'avocat il veut faire plus d'argent parce que la maison elle coûte plus cher. C'est pas ça. C'est parce que, du moins nous, dans notre facture, on inclut tous les déboursés, les out-of-pocket expenses qu'on débourse pour la transaction, pas seulement notre temps. Puis là-dedans, il y a l'assurance titre. L'assurance titre, c'est calculé sur le prix de la maison. Fait que le prix de la maison a une influence. L'autre chose, c'est l'hypothèque. S'il n'y a pas d'hypothèque, la transaction est beaucoup plus simple, ça coûte moins cher. S'il y a une hypothèque, il y a plus de travail à faire, ça coûte plus cher. Puis, il y a deux types d'hypothèques. Il y a des hypothèques conventionnelles. Là, on parle des banques qu'on connaît. Desjardins, RBC, la Banque nationale. Tous ceux là, que vous voyez dans vos villages, ça, c'est les banques conventionnelles. Ils demandent un peu moins de travail. Mais dernièrement, les gens font beaucoup affaire avec les prêteurs non conventionnels. C'est-à-dire, ils vont voir un courtier en hypothèque, puis ils vont aller avec des prêteurs qui offrent souvent des meilleurs termes en général, mais qui demandent beaucoup plus de choses. Donc, plus de travail chez l'avocat. Ça peut quand même valoir la peine.
mais il faut comprendre que la facture de l'avocat va être différente. Donc là-dessus, j'ai fait, disons qu'on prend une maison de 500 000 transaction standard, qu'il n'y a pas de complications. S'il n'y a pas d'hypothèque, du moins pour notre bureau, on regarde à 2 100 incluant les taxes, incluant les déboursés. C'est un prix vraiment, là, tout inclus. Si on a une hypothèque conventionnelle, on regarde à 2 500 encore une fois, tout inclus. Puis, une hypothèque non conventionnelle, on monte à 3 100 On voit la différence ici. Pour une vente, ce qui fait une grosse différence, c'est combien de liens qu'on doit enlever. Fait que, typiquement, les gens ont une hypothèque, ça, c'est le standard, mais des fois, il y a des situations où est-ce qu'il y a plusieurs choses à enlever. Ça coûte un peu plus cher, mais c'est quand même assez rare. Donc, j'ai basé mon prix, encore une fois, sur maison standard, transaction standard, qui est juste un lien acquittancé. On tombe juste en bas de 2 000 Puis ça inclut, encore une fois, les taxes puis les dépôts. Mais, si je peux me permettre, ce que je pense qui est important, c'est que les clients devraient appeler les bureaux pour pouvoir obtenir des devis qui sont basés sur leur situation spécifique. Puis quand ils font la comparaison, c'est vraiment important de comparer des pommes avec des pommes. J'ai donné un prix tout inclus, mais il y a des bureaux aussi qui vont donner un prix qui est leurs frais plus les débours plus la taxe. Il n'y a pas de problème avec ça, en autant qu'on est capable de faire le comparatif. Oui, je suis bien d'accord, justement, parce que c'est ça, il y en a que c'est pas mal standard dans l'industrie, c'est pas mal similaire les prix, mais justement, des fois, c'est séparé et puis c'est pas tout mentionné dans la première appel. Fait que c'est définitivement une question, si vous êtes côté acheteur ou côté vendeur, posez la question, est-ce que ça inclut tous les coûts au bout de la ligne? Là? Mm-hmm. Ouais. Puis c'est sûr que l'avocat va jamais donner une réponse super claire parce que si jamais il y a un pépin ou quelque chose... Mais c'est difficile à mettre le doigt dessus, justement. Là. Oui, sauf qu'on devrait être en mesure de donner un prix pour une transaction standard qui n'a pas de pépin. Ouais. Ça devrait être assez facile à donner. Ça fait bien du sens. Donc, côté taxes et transfert de la propriété, qu'est-ce que c'est la taxe de transfert en immobilier? Puis, c'est quand est-ce qu'on la doit? La fameuse taxe de transfert. En français, ça s'appelle droit de cession immobilière. On n'utilise jamais ça. On dit toujours la taxe de transfert ou... Le Land Transfer Tax. Ou la taxe de bienvenue. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve ça drôle parce que c'est bienvenue, voici un frais de 5, 6, 7 000 fait que c'est un peu ironique, mais c'est la taxe de transfert. Puis, ça, c'est une taxe qui est imposée par le gouvernement à toutes les fois qu'il y a un transfert. Il y a des exceptions et des exemptions, mais s'il y a un transfert, la règle de base, c'est qu'il y a la taxe de transfert. Puis c'est calculé selon le prix, généralement le prix de la maison. Encore une fois, c'est un peu compliqué, il y a des exceptions, mais c'est ça la règle générale. Puis, il y a une taxe en Ontario, il y a la taxe provinciale, la Land Transfer Tax. Mais dans certaines régions de l'Ontario, Toronto par exemple, il y a aussi une taxe municipale. Donc, la taxe de transfert, il y a une portion provinciale et municipale quand on est à Toronto. J'ai fait les calculs. Disons, notre maison de 500 000 la taxe de transfert provincial, c'est 6 475 Si on est à Toronto, on rajoute un autre 6 475 pour un total de 12 950 Wow, c'est pas donné dans ce bout-là. Non, puis ta maison de 500 000, elle va probablement être plus petite aussi. Si ben oui, c'est ça, justement. Puis tu me posais la question de c'est qui paye ça, c'est quand qu'on paye ça. C'est payé généralement par les acheteurs. Comme dans le système, de la façon que c'est fait, c'est que c'est soustrait du compte de l'avocat des acheteurs. C'est sûr que c'est possible de négocier ça dans des cas très, très spécifiques où est-ce qu'on veut que le vendeur paye pour tous nos frais et tout ça. C'est quand même rare que ça arrive. Oui, dans des cas très, très rares, mais je l'ai déjà vu arriver, justement. Oui, OK. C'est pas impossible. C'est pas impossible de changer le par défaut que c'est l'acheteur. C'est possible de le changer pour que ce soit le vendeur, mais c'est très rare que ça arrive. Puis, c'est payable la journée de la transaction. Donc, moi, la journée que je fais ma transaction, j'enregistre le transfert, l'argent sort de mon compte, littéralement. Donc, avant la transaction, on demande au client de nous apporter les sous pour la taxe de transfert. Oui, ça fait bien du sens. Puis c'est ça, c'est définitivement un coût qui est pas très donné. Là. Puis il faut garder ça en tête dans les calculs de dépenses. Il y a les dépenses d'aménagement, il y a les dépenses de cette taxe-là de bienvenue, il y a les dépenses d'avocat,
Il y a les dépenses du down sur l'emprunt monétaire pour l'achat aussi. Donc, c'est juste quelques dépenses à garder en tête côté acheteur. Donc, juste garder ça en tête. Mais il y a certains incentives, si je peux utiliser un anglicisme. Donc, c'est qui est-ce qui a accès à ces remboursements-là ou ces incentives-là gouvernementales pour aider un petit peu de ce côté-là de cette taxe-là? C'est ça, c'est un rabais. En fait, c'est un rabais de taxe, la taxe de transfert. En anglais, on l'appelle First Time Home Buyer Rebate. En français, c'est acheteur de premier logement, si je ne me trompe pas. Fait que, le mot le dit. C'est quand on achète notre première maison, on a le droit à un rabais. Puis ça inclut, si on a appartenu une maison n'importe où dans le monde, que ça fasse 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est pas grave. Si tu as déjà appartenu une maison, tu n'es pas éligible à ce rabais-là. Si tu as appartenu à un terrain vacant, par contre, tu demeures éligible parce que tu n'as pas appartenu une résidence que tu peux habiter à l'intérieur de comme telle. Exactement. Fait que là, ça tombe dans les exceptions que ça vaut vraiment la peine de parler à un avocat. Puis l'autre exception à ça, pour le rabais que les gens connaissent un peu moins, c'est si tu étais marié puis que ton conjoint, ta conjointe appartenait à une maison pendant le mariage, même si tu n'es plus avec cette personne-là, peu importe, tu perds ton rabais. Même si ton nom n'était pas sur le titre de la propriété. Exactement. Parce que c'est quand on est marié, la maison, c'est la maison matrimoniale, donc ça devient techniquement ta maison. Ça rentre un peu dans le droit familial, là, mais c'est important de savoir. Si on était marié puis que notre conjoint appartenait à une maison, encore une fois, c'est important de déterminer si le rabais va s'appliquer ou pas. Le rabais, c'est un maximum de 4 000 $. Puis, comme disons, là, dans l'exemple qu'on a donné, si la taxe de transfert est 6 475 $, bien, le vrai montant que la personne va avoir besoin de payer, c'est 2 475 $. Si jamais on achète une propriété avec un conjoint non marié, puis cette personne-là a déjà eu accès à un rabais, on peut quand même avoir un rabais. Donc, on oublie la question de si on était marié, là, ça c'est une exception, mais s'il n'y a pas de mariage, c'est possible qu'on ait droit à un rabais. Puis la façon que c'est calculé, c'est que tu as le droit à 50 % du rabais jusqu'à 2 000 $. OK. C'est un peu comme une nuance importante parce que si, disons, la taxe de transfert est 3 000 $, tu n'as pas accès à 2 000 $ de rabais. Tu as accès à 1 500 $ de rabais. OK. Parce que c'est 50 % de la taxe au complet. C'est ça, exactement. OK, ça fait bien du sens. Puis genre, un autre scénario que je veux te lancer, Oui. par exemple, moi, quand j'ai acheté, j'avais un co-signataire. J'ai eu chanceux. Mes parents m'ont aidé à faire le premier achat de ma maison, parce que beaucoup de premiers acheteurs, justement, ont cet avantage-là. Essentiellement, là, j'ai peut-être pas 100 % de l'équité dans la place, tandis que leurs noms doivent être sur le titre. Fait que dans l'avenue qu'eux ont un certain pourcentage, c'est seulement le pourcentage que moi j'appartiens ou que le premier acheteur appartient qui est déductible. C'est bien ça, hein? C'est exactement. Puis, il y a différents scénarios, mais ce qu'on voit souvent quand il y a un co-signateur parent, c'est souvent parce qu'ils ont simplement besoin de passer à l'hypothèque. Puis, on peut faire un 99 % 1 %. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'on peut prendre la grande majorité de l'avantage. Exactement. Mais quand on a, disons, des fois, c'est un partnership où est-ce qu'il y a une personne qui est 40 %, l'autre personne est 60 %. Là, à ce moment-là, on bénéficie du 40 % et pas nécessairement on ne peut pas faire le 99-1 dans ce temps-là. Ouais. Mais souvent, là, quand on voit parents-enfants, ça va souvent être 99-1 %, puis c'est pour tirer avantage. Ouais, c'est la façon la plus avantageuse, justement. Puis probablement, le but, c'est à un certain point, l'appartenir à 100 % d'une façon ou d'une autre, la place. Là. C'est juste pour mettre le premier pied initial dans la place. Ça remplit les critères de la banque. La banque demande simplement que la personne soit sur les titres, puis même si tu es 1 % aux yeux de la banque, la personne est quand même responsable de l'hypothèque. Peu importe que tu sois 99 ou 1 %. Tu es quand même responsable à 100 % de l'hypothèque. Ben oui, ben oui. Donc, en continuant dans le processus, ensuite, on arrive à la clôture, la possession de la propriété. C'est qu'est-ce qui se passe au jour de la clôture? Comme je disais plus tôt, nous, on essaie de rendre ça simple pour les clients. La journée de la clôture,
pour nous, il se passe beaucoup de choses. Pour le client, pas tant que ça. Ils attendent qu'on les appelle. C'est pas mal ça, oui. C'est pas mal ça. Avec impatience, avec tout le stock dans un trailer, là, prêt à aménager. Exactement. Ça l'arrive souvent. Parce qu'avant la transaction, c'est là que nous, on rencontre les clients, on leur fait signer, on obtient les sous pour que la journée de la transaction, on veut être 100% prêt. Du côté de l'avocat, il y a beaucoup de choses qui se passent. Si on agit pour les acheteurs, on attend de recevoir l'argent de l'hypothèque. C'est souvent ça qui fait qu'on ne peut pas fermer la transaction. On attend que le prêteur nous envoie les sous. Tu penserais qu'en 2025, ils vont nous envoyer les sous la journée d'avant, mais non, c'est pas le cas. C'est la journée même, puis des fois, c'est tôt le matin, des fois, c'est en après-midi. Une fois qu'on a l'argent de l'hypothèque, on a l'argent du client, on envoie tout ça à l'avocat du vendeur, on envoie nos papiers signés. Le vendeur fait la même chose. Il nous envoie ses papiers qui ont été signés par ses clients. Puis là, quand tout ça a été fait, que tout le monde a vérifié que... Tous les avocats ont vérifié que tout était beau, c'est complet, on enregistre le transfert. Puis dans le cas de l'acheteur, on enregistre aussi l'hypothèque. Aussitôt que c'est enregistré, on appelle les clients pour leur dire que la maison est à eux. Dans le cas du vendeur, c'est similaire. On reçoit les argents, on enregistre le transfert, puis on paye nos clients. Ça peut se passer techniquement entre 9h et 5h le soir. Mais généralement, c'est alentour de 1h l'après-midi que ça ferme. C'est souvent dans l'après-midi, oui, justement. Oui. Oui, oui. Puis, donc, le processus où le green light se passe en après-midi, c'est comment est-ce que les acheteurs mettent la main sur les clés? Généralement, dernièrement, depuis COVID, je te dirais, il y a beaucoup de lockbox sur les propriétés. Il y avait eu un bout de temps où est-ce que les brokerages commençaient à être un peu hésitants à mettre des lockbox ou laisser les lockbox. Maintenant, on dirait que ça s'est restabilisé. Donc, quand la transaction est prête, s'il y a un lockbox, on appelle le client, on lui dit « Hey, la maison est à toi, félicitations. Tu peux accéder à la propriété, voici le code. » Ils vont ouvrir le lockbox, ils ont la clé, ils rentrent dans la maison. Puis les autres clés sont dans la maison. Dans d'autres scénarios, il peut y avoir un code de garage ou un code sur la porte principale. Puis parfois, c'est plutôt rare maintenant, les clés vont être chez l'avocat. Mais le client va le savoir en avance. On va leur dire, pour cette transaction-là, c'est nous qui va avoir les clés. Aussitôt que c'est prêt, on va t'avertir, viens chercher les clés. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Puis juste une petite note, les agents, n'oubliez pas d'aller chercher vos lockbox après que les clients ont ramassé leurs clés. Oui, moi, quand j'ai acheté ma maison dans laquelle je vis présentement, le lockbox, je l'ai laissé là, je pense, pour 1 mois. J'ai fait des follow-up avec mon agent, puis il a dit écoute, à ce point-ci, garde le lockbox, parce que là, ça faisait super longtemps. Il t'a redonné le code, puis il a dit j'ai pas le temps de passer, là, je suis trop occupé. En fait, c'était pas son lockbox, c'était le lockbox de l'agent des vendeurs. C'est ça, hein? C'est ça, il a vérifié, puis finalement, il venait jamais le chercher. Ah oui, ça arrive souvent qu'on va oublier ça, justement, là, comme on a toujours plusieurs choses sur notre assiette. Non, exactement. Oui. Donc, pour la question signature du podcast, quel est ton actif le plus précieux? Je pense que la seule réponse que je peux donner, c'est mon entreprise. Autant que j'ai des actifs, j'ai une maison, j'ai un terrain, mais l'entreprise, c'est non seulement monétairement, ça paye mes bills, c'est ça qui va assurer ma retraite aussi, mais honnêtement, ça me donne tellement d'agréments. Comme c'est un investissement qui me donne un énorme retour. Ça me rend heureuse de travailler pour mon bureau, ça me rend heureuse d'aider les clients. J'ai une super belle équipe. Tu sais, de voir que je suis capable de construire ça, là, ça fait longtemps que... Il y a beaucoup de temps qui a été mis là-dedans, beaucoup de temps de sueur, de larmes, mais je trouve que ça en vaut la peine à tous les jours. Ah, c'est certain. Puis ça se voit aussi, là, en tout cas pour de la substance un peu à la conversation, on travaille dans le même office présentement, puis tu es justement en train d'expandre tes horizons, puis de regarder à d'autres places à aller faire affaire, justement. Là. Donc, c'est merveilleux de te voir grandir, puis te voir expandre ton entreprise. Je trouve que vous faites vraiment bien ça, puis en tout cas, on est tout jeune. Oui, absolument. Ça fait boule de neige, là, des entreprises comme ça, quand c'est bien géré. Oui. Je veux dire, on travaille fort, on essaye, on fait du mieux qu'on peut. Puis oui, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent. J'ai hâte de pouvoir les annoncer. On travaille sur notre marketing, notre image.
On va changer un peu de location également. Mais c'est comme un gros projet qui fait juste continuer tout le temps, puis de voir où est-ce qu'on va amener ça dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Mais c'est bien. Puis comme même pour toi, ça fait quoi, 2 ans? Oui, ça fait 2 ans maintenant, là. C'est fou, là, de voir comment... Hey, je me rappelle les premières journées, là, tes premières transactions, puis t'attendais après ta première transaction, puis c'était Oui. long. Puis là, on dirait que ça en fait 5 ans que tout ça s'est arrivé. Oui, oui, je sais. Le temps passe tellement vite, là. On se garde tellement occupé, puis comme tu dis, justement, là, il y a une flamme à l'intérieur, là, puis il faut juste continuer à rajouter du feu sur cette flamme-là. C'est comme le sentiment que ça me donne de pousser dans l'entreprise que j'ai, puis dans l'industrie que j'ai, c'est très plaisant. Il y a rien qui pourrait remplacer ça. Ouais, je suis d'accord. C'est nécessaire, une mission. Ah oui, oui. C'est ça qui nous permet Parce que c'est dur. J'imagine que c'est dur pour toi aussi. Tu travailles beaucoup. Tu sais, tu sacrifies des soirs, tu sacrifies des week-ends. Mais il faut que tu aies un objectif à la fin sur lequel tu travailles, puis c'est ça qui te motive à te lever le matin puis à faire ces sacrifices-là. Exactement, exactement. Ah, ben j'aime ta vue là-dessus. Félicitations, en tout cas, Merci. pour où ce que tu es rendu avec ton entreprise, puis Merci. il n'y a pas de bout. Je te vois aller. Merci. Donc, so we're going to flip to the English part of this episode. It's going to be the exact same questions, but we also wanted to give the information to the English viewers out there as well. So we'll start again with the general real estate transaction questions. So, at what stage should I involve a real estate lawyer for selling or buying a property? Well, the easy answer to that is by the time the transaction is firm, you should probably have decided which law firm you will be dealing with or which lawyer you will be dealing with. For example, during the conditional period, the offer is still conditional. There's still some items that needs to be completed, but it's a great time for the client to reach out to lawyers, ask about, obtain quotes, see if they are available for the closing date, and obtain just a general feel of the office. See what type of customer service they will be offering, if it's a good match, and overall, if you want to work with that law firm. So by the time the offer is firm, the client should be able to give that information to the real estate agent so that the agent can provide the firm offer immediately to the law firm. And at that moment, we will open the file. So it gives us the maximum amount of time possible to work on the transaction. Exactly, exactly. And I think that is a good recommendation. You want to weigh your options. You want to see who feels better for who you trust. It's a big transaction, you know, real estate transactions like this. It's probably the biggest for most of the people on earth. So essentially, how I provide services is I would send 3 different contact of lawyers, and you know, I send some bilingual ones, I send just English ones depending on who the clients are, and then I say go with who feels best. Give them a call, ask them about their fees, ask them about how they proceed, and then you'll be able to actually feel confident in your decision because it is a very serious process. Yes, and some people are different. Some people like to have personal, like in-person meeting. They like to talk to someone on the phone. Other people, it's strictly about money, how much it's going to cost me, and that's fair. Depending on what you need, different type of law firms might be best for you. For sure. Yeah, that's it. So what does a real estate lawyer do in a transaction? Okay, so as I explained in French earlier, the agent will look for a house, shop for a house, or sell the house, depending on the situation. And your main role is to prepare the contract. Make sure that there's a contract that is satisfactory to your client, obtain signature. And when the offer is firm, most of your job is done. You still have a few things left to do, but most of it is completed. For the lawyer, our job starts when the offer is firm, and our role is to make sure that the contract and the terms of the contract are fulfilled.
so that the property is transferred based on the exact terms that was agreed upon. Our role for, depending if it's a sell or a purchase, might be different. So for a purchase, our role is to make sure that there's no issues with the title, or at least that you have protection on title with title insurance. Our role is to organize the mortgage, because for a real estate transaction, the bank will use the same lawyer to protect their own interest. So we receive documents from the bank, we make sure that they are signed, we organize the exchange of funds with the mortgage, and we make sure that on closing date, the transaction closes smoothly. For sell, our main role is to ensure that any liens that needs to be removed are removed. We pay the real estate agent if there's a real estate agent involved, and we transfer the funds to our client. That's it. Yeah. That's it. So your process starts when mine, it doesn't end for me, but exactly, the bulk of the work is done, and then we'll lay you the client so that they can feel guided throughout the whole process. And that's really important, right? Our job is to provide services, and people must have confidence with those services. That's why there is a fee to it, right? It's an incentive for us to give a good service, right? And people want to feel guided. They want to feel like they can have their questions answered. I remember when I went through a purchase, I had a multitude of questions, and you had the time for me. We sat down. I could ask you as many questions as I needed, and it's very important that we feel comfortable throughout the whole process. Absolutely, and that's a good point. A real estate transaction for a client, it should be exciting. Shouldn't be too stressful. I mean, it's normal to be nervous because it's a big transaction, but the burden should be on the lawyer. Like, it's complicated, but it shouldn't be complicated for the client. The client should be guided throughout the process, know when they need to provide information, when they need to provide funds, and they shouldn't have to guess. So when you work with a good lawyer, they will guide you throughout the process, give you all the information you need, so that during that period of time between the firm offer and the closing, it's an exciting moment. You can start shopping for your furniture. You can start talking to your friends about, doing, a dinner at your new house. And we take care of doing the most complex part of the transaction, talking to your mortgage, talking to the other lawyer. That's it. Beautiful. So I know it's hard to put an exact price on your services because there's a lot of nuances, and there's a lot of variety in prices of homes, and there's commercial transactions, there's residential transactions. But could you please sum up in general what are the costs to working with you or any real estate lawyer? Right. Obviously, the costs change depending on who you're dealing with. Different law firms will have different prices. So I'll base the information on our price. And it depends on type of transaction and some details of the transaction. Purchase or sell is completely different, so the prices are different. But within a purchase, there's also many details, such as the purchase price, if you have a mortgage or not, and if you're dealing with a conventional mortgage or a non-conventional mortgage. When it comes to the price of the house, the reason it has an impact on the invoice or the legal costs is not because the lawyer wants to put more money in their pocket because you pay more for your house. It's because we typically include the disbursements in our invoice, and title insurance is a big portion of it. And title insurance is calculated based on the purchase price. So that's really important for us to know the purchase price when we give a quote. The other thing is the complexity of the transaction. If there is no mortgage, it's far more simple. The price will be lower. If you have a mortgage, depending if it's a non-conventional or conventional, the price will vary. Non-conventional is when you're dealing with a mortgage broker, they tend to offer you, they tend to go away from the typical bank, such as Desjardins, Banque Nationale, BMO. These are conventional. Non-conventional
usually have better terms. Well, we're talking about CanWise Computershare. It's not a company that you will necessarily have heard of, but they are lenders, and their terms are generally better for the client, but it comes at a cost when it comes to legal fees. So if I use a standard transaction, no issues, for a purchase of a $500,000 house, no mortgage, you're looking at $2,100, including disbursements and tax. If you have a conventional mortgage, you're looking at $2,500, and with a non-conventional, just about $3,100, including tax and disbursements. For a sell, the one thing that we want to know is how many liens we will have to discharge. Typically, it's one, and if it's one lien, you're looking at about just below $2,000, including tax and disbursements. What I think is important is you call the law firms to obtain quotes so that they can provide quotes based on your specific situation. And when you compare the quotes, make sure that you compare apples to apples, because if I give you an all-inclusive price compared to a price that is just the legal fees without disbursements, there's a big difference. That's it, exactly. You want to make sure that when you give a call to the lawyers or exchange by email, that all the costs are covered in the quote that they do, because you don't want to get surprised at the end of the transaction. Exactly. Typically, the purchaser want to prepare their budget for the transactions. For they sure. want to know everything. That's it. There are many costs, to purchasing a home. You have your down on a property. Mm-hmm. You have the moving cost. Are you going to rent a truck? Are you going to ask your parents to come help you? Is that going to cost you some pizza that evening or a case of beer? And you're going to have also the lawyer fees for sure. And you also have the land transfer tax, which we will be discussing here shortly. So getting onto the land transfer tax, what is it and who pays it? Okay. The land transfer tax is also called in English, they call it the welcome tax as well. So both in French and in English, they have that welcome tax or la taxe de bienvenue. This is imposed by the government. It's a tax that you pay when there's a transfer of a property. Simply put, that's it. There are some exemptions and some exceptions, but when you transfer property, there's typically taxes, and it's charged based on the transfer amount, purchase price, typically. In Ontario, there's a provincial land transfer tax. This is the one that we're most familiar with because we deal in the eastern region. But in some region of Ontario, such as the GTA in Toronto, there is an additional tax, the land transfer tax on a municipal level. So to give you an example, if we go back to our purchase of a $500,000 house, the provincial land transfer tax will be $6,475. However, same house in Toronto, you pay an additional $6,475 for a total of $12,950. It's doubled then. It is double. Yeah. You taught me that today. You didn't know? No, I wasn't aware. That's a nice surprise. I'm glad though. I'm glad that I work in this region because there would be much more nuances, and especially for first-time home buyers, right? Because it's a big cost. Right, and remember, in Toronto, the houses are more expensive, so the land transfer tax is calculated on higher amounts as well. That too. Like you won't get the exact same thing for $500,000. No. I don't even know if you get a condo down there for $500,000. Yeah, I'd be surprised. Like I'd be interested to see the in comparison between like a 500,000 house in Ottawa versus Toronto. It must be completely different. Yeah, totally different market for sure. And before I forget, so the land transfer tax is payable by the purchaser unless you negotiate something else, but it's not very likely, and it's payable on closing. So the lawyer will ask you to bring the money for the land transfer tax, including with your down payment and the legal costs,
all of that will be given to you prior to the closing date so that you bring the money before the closing. That's it, exactly. And so, just talking about first-time home buyers, there are some rebates, some incentives when you do get your first home. Can you elaborate on that a little bit? Yes, so it's the first-time home buyer rebate, meaning that if you have owned a home anywhere in the world at any time, you're no longer eligible for that rebate. But if it's your first house, you get a rebate. The rebate is up to $4,000. So in the scenario we gave, the land transfer tax was $6,475, but with the full rebate, you would only pay $2,475 in land transfer tax. There are some exceptions to that. For example, if you were married and during the time of your marriage, your partner owned a house, you no longer qualify for the rebate because technically it's the matrimonial home, or technically because you're married, you benefited from the rebate even though you didn't. So that's really important, that if you were married and your spouse owned a house, that you talk to a lawyer to see if you still qualify. That's it. Even if your name was not technically on the title, Yeah. as you are married, you have part ownership of that asset. Yeah, it goes into family law, but that's the main concept. So it's just important to understand that, that does raise a red flag regarding the rebate. The other thing is, depending on the percentage of the ownership, and if one of the owner already benefited from the rebate. So let's say you're buying a house, your first house with your brother, but your brother already owns a house. You still qualify for the rebate, but because your brother is on title as well, you would only qualify for 50% of the rebate, up to $2,000. So if the land transfer tax is $3,000, you wouldn't benefit from $2,000. It would be $1,500. 50% of that amount. Yes. And that is if the title ownership is 50-50. But another avenue is some first-time home buyers need some help on the side of qualifying for their mortgage. For example, I'm buying a house on my own, and my parents are comfortable with helping me and co-sign on the mortgage. Then at that point, as they're on the mortgage, they do own a portion of the home, which can be discussed. And it can be, I own 99% and my parents 1%, for example, to benefit from 99% of the rebate, essentially. And then that 1% would be taken off. That's which, it. It's ideal. You want to take advantage of that, as you can only take advantage of it once, right? So Exactly. So typically in the scenario you've given is the only reason you need your parents is because you need to qualify for the bank, and the bank doesn't require more than 1%. You can add more than 1%, but for the rebate, it's much more beneficial if you do 99% and 1%. In that case, you would benefit from 99% of the rebate. Exactly. And then, so we've covered all those costs. After these costs comes closing day. So what's the process on closing day? Right. That's very exciting for the client. For us, it's probably the most busy day, especially end of the month where all the closings are. Yeah. But for the client, it shouldn't be very stressful because most of the work is done. They've done their part. They signed the paper, they brought their money in, and now it's for the lawyer to do their job. For a purchase, it means receiving the funds from the bank, sending the funds to the seller's lawyer, receiving the signed documents, and sending our signed documents. Once all of that is done, we make sure everything is completed. We register the transfer. Once the transfer is registered, that's when we can call our client and congratulate them on their new purchase. For the sale, it's similar, but we're waiting for the funds from the buyer's lawyer. We register the transfer, and then we can pay our client and even pay the agent and pay the mortgage. Typically, there's a mortgage to be discharged.
But on closing date, there's a lot of parties involved. So we wait on the bank, we wait on the lawyer, but the client is typically just waiting for us to call them. Exactly, exactly. And if you had to put an average time, I guess, or when's the most frequent time in the day that it does close? Because I know some people would like to have the keys in their hand at 9 a.m. first thing on closing day. In the contract it said it was today. I'm getting the keys. Right. I wish we could give them the keys at 9 a.m. That'd be great. But Yeah. because there's so many moving parts, we can't guarantee. It can go anywhere between 9 a.m. to 5 p.m., but the most common is early afternoon, around 1 p.m. Okay, that's it. And that is with traditional banks and traditional assets or the traditional monetary system, I would say. And one thing I can't wait to see is innovation on that front, how we could, close sooner, how the transaction could be done sooner. I think maybe the crypto sphere may have a play in that as transactions go really quickly and it goes with full transparency as well. I'm not saying that'll be enacted tomorrow, but it may have a play in the future. Well, I agree that there's room for improvement. I'm hoping that in the future we'll find a way to receive the funds at least either in the morning or the day before. We're still actively trying to find solutions for that in our office, trying to see if there's a way around. Completely transparent with the client and the bank, but find a way to receive the funds the day before would make it so much easier for the lawyers and the clients. It's not something that is done right now, but I'm sure that in the next few years we'll see improvement. Yeah, that would be amazing. Yeah. Technological advancement it's always good. Yeah. Yeah. So that's closing day. When do I get my hands on the keys? I'm buying a house. I want my hands on those keys. So as soon as the transfer is registered, we talked about midday, that's when you're allowed to access the property. So we'll call the client, and typically it's a lockbox. After COVID, lockbox became more and more common. So we call the client, we tell them, hey, congratulations, you're now owner of your house. You can access the property by using the code for the lockbox, and the key will be inside the lockbox. And then the other keys are in the house. In other situation, it's a code for the garage or for the main door. And in rare situation, the keys are at the lawyer's office. We don't see it as much now. It used to be the most common. Used to be the standard. It right? used to be the standard. We would need to obtain keys from our seller's client, send it by Purelator to the other lawyer, and that was a lot of work. Now with the lockbox, it's so much more Yeah, today easy. it's so much more seamless process. Definitely. So we call the client, we give them access to the property as soon as the transfer is registered. Amazing, amazing. All right, well, I think we've pretty much covered everything. Let's move on to the signature question of the podcast. What is your most prized asset? I have to say my business. Even though I do have other assets, I think I've been working on it for so long. And it's not just from the moment you open your business, right? It's from the moment I decided to become a lawyer through law school, knowing that at some point I will want to have my own law firm. And it's probably the thing that not only brings me money, it pays the bill, but it brings me a lot of joy. Like, I'm very happy to serve clients, to have a nice team that is supporting my office and what I want to achieve. And, it's something that I can work on every single day and see improvements. Yeah, that's amazing. And I think you're doing a great job at it. I've seen your team expand I've been here for 2 years and I've seen your team expand within that time span. So it's really great and good for you. Thank you. I think what it is for me as well, it's the meaning that it brings to have a business, right? Or to be a sole proprietor. And it's just the continuous drive of wanting to improve. You have a mission. You have something to work towards every single day, a reason to get out of bed, It's just a beautiful thing. Absolutely.
it makes everything worth it. All of the struggles and all of the time, the evenings that you work, and you might want to go, do something else. You want to just be on your phone on TikTok, but instead you decide to work, and you know that it'll be worth it in the end, but it's a lot of sacrifice for sure. Exactly. If you want to be part of the 1%, you got to take the 1% route. Yes. Well, amazing, Stephanie. Thank you for coming on. This was an amazing episode. I think you're doing great with your law firm. Keep going and keep aiming up. Thank you for coming on. Well, thanks for inviting me. Have a good rest of your day.